Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information de la vallée du Richelieu. Cette semaine encore, le format de l'émission sera de 60 minutes pour vous présenter encore plus de nouvelles qui vous touchent près de chez vous. Cette semaine, à l'émission, je parle avec notre journaliste Marie-Ève Brisebois qui nous donne un résumé des principales activités en prévision de la semaine de relâche. Retour sur le nouveau pavillon Sandra Bolduc à la maison Stéphane Fallu, entretien avec le responsable des plans et l'entrepreneur chargé du projet. Je reçois Geneviève Poirier-Guis, responsable de l'engagement des communautés chez Connexion Nature, pour parler de l'importance de la préservation des milieux naturels. On rencontre Alain Côté, président de la Société d'histoire et de généalogie Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, pour revenir sur la parution du plus récent cahier d'histoire. Pour terminer, Stéphanie Lenonce, coordonnatrice à Association Fibromyalgie Région Montérégie, nous parle des services donnés par l'organisme et invite les personnes intéressées à participer à une activité gratuite le 8 mars. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition de 60 minutes du Régional. Bonne émission! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Les élus de Saint-Jean-Baptiste dénoncent fortement l'augmentation de la taxe d'immatriculation imposée par la communauté métropolitaine de Montréal, qui passera de 59 à 150 en 2025. Ils estiment que cette hausse est injuste car la municipalité ne bénéficie pas d'un service de transport collectif direct. La mairesse Marilyn Nadeau rappelle que depuis 2019, la municipalité tente d'éviter de payer pour un service dont elle ne profite pas. Elle annonce que Saint-Jean-Baptiste étudie sérieusement la possibilité de se retirer de la CMM, une décision qui nécessiterait une modification législative par l'Assemblée nationale du Québec. En parallèle, elle demande que la taxe soit revue et que le financement du transport collectif soit ajusté pour être plus équitable. La municipalité invite également ses citoyens à se mobiliser et à interpeller les élus provinciaux. Une page dédiée à ce dossier a été mise en ligne sur le site web de la ville, où l'on retrouve notamment une réponse du député de Bordua, Simon Jolin-Barrette, qui assure que le gouvernement poursuit activement les discussions pour tenter de trouver une solution. De son côté, la CMM dit avoir pris acte de la situation et rappelle que la taxe sert à combler un déficit de 32 millions de dollars pour la couronne sud de Montréal. Elle affirme aussi collaborer avec l'ARTM pour améliorer l'offre de transport collectif dans les municipalités moins bien desservies. Avec l'accumulation de neige en hiver, le déneigement des toitures devient essentiel. Mais attention aux dangers. La CNESST rappelle l'importance de bien planifier ses travaux afin d'éviter les chutes, glissades et autres accidents. Pour les toits plats, il est recommandé de laisser une zone tampon de 2 mètres en bordure et d'installer un garde-corps dans la zone de déversement de la neige. Pour les toits en pente, l'idéal est d'utiliser une pelle télescopique ou une plateforme élévatrice. Si ce n'est pas possible, un harnais de sécurité bien fixé est nécessaire. La CNESST applique une politique de tolérance zéro lorsqu'un danger de chute est présent et peut stopper un chantier en cas de manquement. Elle met aussi à disposition des outils et vidéos pour aider travailleurs et employeurs à adopter des pratiques sécuritaires. Le Bloc québécois a officiellement désigné Noémie Rouillard comme candidate dans la nouvelle circonscription de Mont-Saint-Bruno-Lacadie pour les prochaines élections fédérales. Elle succède ainsi au député Stéphane Bergeron, qui avait annoncé en octobre dernier son retrait de la vie politique après 30 ans de service. L'Assemblée d'investiture tenue le 8 février dernier a rassemblé environ 150 personnes. Stéphane Bergeron, qui avait représenté Montarville, laisse son poste en affirmant laisser derrière lui un bilan positif et une organisation solide. Il s'est réjoui de voir une relève dynamique prendre la suite, notamment avec une candidate qu'il décrit comme animée par des valeurs de justice sociale. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a salué l'arrivée de Noémie Rouillard, soulignant sa connaissance du milieu parlementaire et sa capacité d'écoute. Il affirme que les citoyens de la nouvelle circonscription seront bien représentés avec elle. De son côté, Mme Rouillard s'est engagée à défendre un Québec plus juste, plus vert et indépendant. Elle entame donc sa campagne avec l'appui du Bloc et de son prédécesseur, qui compte l'épauler dans cette transition. Avec les importantes accumulations de neige des derniers jours, le service d'incendie de Chambly rappelle quelques consignes de sécurité essentielles. Parmi les recommandations, garder les accès aux bâtiments dégagés et s'assurer que les systèmes de chauffage fonctionnent en toute sécurité.
Les autorités insistent aussi sur l'importance de vérifier que les sorties d'air ne soient pas obstruées et de déneiger les bornes fontaines pour faciliter l'intervention des pompiers en cas d'urgence. Le service d'incendie invite les citoyens à rester vigilants et à collaborer pour assurer la sécurité de tous durant cette période hivernale. Le gouvernement du Québec investit 1,5 million de dollars pour aider les entreprises de la Montérégie à diversifier leur marché. L'annonce a été faite par la ministre Suzanne Roy et le ministre Christopher Skeet. Le financement serait réparti dans 3 organismes régionaux: Développement économique et de l'agglomération de Longueuil, Commerce international Québec, Montérégie-Ouest et Expansion PME. Ces fonds permettront d'appuyer les PME dans leur expansion hors Québec et de renforcer leur présence à l'international. Les représentants des organismes bénéficiaires saluent cet appui financier qu'ils voient comme un levier essentiel pour la croissance et la compétitivité des entreprises locales face aux défis économiques et aux barrières commerciales éventuelles des États-Unis. Le CI3Est de la Montérégie-Est procédera à des compressions budgétaires qui entraîneront l'abolition de 202 postes à temps plein, dont 120 actuellement occupés par des employés. Parmi eux, 27 cadres et 93 salariés verront leur poste disparaître alors que le CI3S tente d'atteindre les cibles budgétaires fixées par Québec. L'organisation prévoit rencontrer les employés concernés afin de leur proposer des solutions de remplacement à l'intérieur du réseau. Selon la porte-parole du CI3S, Véronique Darvaux, ces réaffectations devraient aider à réduire le temps supplémentaire et le recours à la main-d'œuvre indépendante. Le CI3S, qui faisait face à un déficit projeté de 77 millions de dollars pour l'année en cours, vise des économies de 16 millions grâce à la réduction des heures supplémentaires, la limitation des contrats externes et la restructuration des postes. D'autres mesures comme la diminution des frais de déplacement et le report de certaines dépenses ont également été mises en place. L'organisation assure que tout est mis en œuvre pour limiter l'impact des compressions sur les usagers du service. La fin du financement gouvernemental pour l'accès aux infrastructures scolaires en dehors des heures de classe prévues par le gouvernement du Québec pourrait avoir des répercussions financières sur la ville de Belleuil et d'autres. Cette décision, prise par le ministre de l'Éducation Bernard Drainville, met fin à un programme en vigueur depuis 2018 qui remboursait les frais engagés par les écoles ouvrant leurs installations aux citoyens et aux municipalités. Selon Belleuil, cette mesure pourrait notamment affecter l'utilisation de locaux de l'école secondaire Polybelle pour les camps de jour cet été. Si la ville devait désormais assumer ses coûts, la facture pourrait atteindre plus de 40 000 $, un montant qui n'a pas été budgété pour l'année 2025. La municipalité espère un retour en arrière de Québec sur cette décision. Du côté de Mont-Saint-Hilaire, la ville attend d'obtenir des précisions du Centre des services scolaires des Patriotes avant de se prononcer, tandis que McMasterville et Otterburn Park ne seront pas affectés par cette décision. La Fédération québécoise des municipalités a vivement critiqué cette mesure, jugeant qu'elle pénalise particulièrement les régions où les équipements sportifs sont rares. Les Chevaliers de Colomb de Belleuil tiendront leur clinique d'impôt annuelle du 3 mars au 30 avril. Destinée aux personnes et familles à revenus modestes dans la vallée du Richelieu, l'initiative permet de faire préparer gratuitement les déclarations des revenus par des bénévoles formés par Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada. Pour être admissibles, les revenus doivent être inférieurs à 35 000 $ pour une personne seule et 45 000 $ pour un couple, avec une allocation de 2 000 $ par personne à charge. Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant par téléphone au 450-864-1211. Une contribution volontaire de 10 $ est suggérée par déclaration. Voilà, c'était votre tour d'actualité hebdomadaire dans la vallée du Richelieu. On rejoint notre journaliste Marie-Ève Brisebois qui avait une mission spéciale cette semaine. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Tu devais nous aider à trouver des activités à faire avec la semaine de relâche qui approche. Oui, puis il ne faut pas oublier que, oui, les municipalités offrent beaucoup d'activités en tout temps, le patinage libre, les pentes à glisser, les terrains de badminton, pickleball, l'intérieur vont tous être ouverts ou presque durant la semaine de la relâche. Mais c'est important de ne pas oublier aussi les organismes. Donc, il y a plusieurs organismes dans la région qui offrent des ateliers, des conférences, dont Bonjour Soleil, le 7 mars. Il y aura lieu une conférence sur la coparentalité après la séparation. Donc, ça peut être aussi un moyen d'avoir un temps pour soi et d'aller chercher des outils qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours par rapport à nos enfants, aux tout petits et les moins jeunes. Donc, suivant les organismes, on peut aussi parler du cinéma de Belleuil.
OK, ouais. Toi, t'as un grand ado chez toi. Oui, Est-ce qu'il y a des films intéressants, tu penses qui vont ils ont être pour les jeunes? ils ont toujours des films Ah, intéressants au RGFM de Belleuil. La spécialité, ce qui est un peu spécial pour la semaine de la relâche, c'est évidemment, les films vont débuter dès 10 heures le matin. Donc, ils ont 5 films qui vont tourner comme ça durant la semaine, dont Sonic 3, Mademoiselle Bottine aussi aura lieu, est toujours à l'affiche pour la semaine de la relâche. Le cinéma RGFM de Belleuil offre aussi une belle gamme d'arcades quand même assez variée. Donc, c'est pas seulement d'aller voir visionner un film, mais c'est aussi une sortie en famille, de prendre le temps pour passer du temps avec nos enfants. Et suivant le cinéma de Belleuil, toutes les municipalités aussi offrent des services et des activités pour la semaine de relâche. des activités extérieures? Surtout extérieure, évidemment. On peut penser à Mont-Saint-Hilaire, qui a sa fameuse boîte, attendez un petit peu, boîte au sport. Donc, la boîte au sport, on se présente sur place, c'est complètement gratuit. On peut emprunter tout équipement que l'on veut, que ce soit des raquettes, des raquettes pour marcher dans la neige, du ski, des choses comme Ah, ça. wow! Donc, la ville de Saint-Hilaire offre beaucoup de moyens pour les jeunes et petits pour essayer des nouveaux sports d'hiver qu'on n'essayerait pas nécessairement si on n'avait pas cette boîte au sport-là. Et il y a aussi à Saint-Hilaire un atelier Techno? un peu techno, réalité augmentée. Donc, on parle beaucoup de réalité virtuelle, mais eux ont été avec la réalité augmentée et ils offrent aux enfants d'utiliser un robot pour faire du dessin. Donc, c'est un atelier qui est très intéressant, qui aura lieu à Saint-Hilaire. Puis ça sera aussi suivi d'un atelier full impro. Donc, soit full impro, vous avez le choix, qui est la créativité d'improvisation, ou encore aller vers l'atelier sciences ou l'atelier art plastique. Donc, Saint-Hilaire couvre tous les domaines très intéressants pour les enfants qui ont des intérêts dans ces domaines-là. Vraiment des belles activités Oui. assez diversifiées. Il y a aussi Saint-Denis-sur-Richelieu qui offre une activité de patinage. Oui, c'est la grande soirée feu et chocolat chaud. Donc, les gens sont invités à se joindre aux citoyens de Saint-Denis. Saint-Denis offre aussi un atelier de BD en 3 dimensions. Donc, une soirée virtuelle réalisée par la Maison des Jeunes La Traversée. Ils ont vraiment une panoplie de belles activités. Là, je vous nomme quelques activités par municipalité, mais allez voir les sites Internet. L'information est là. C'est une mine d'or d'informations. Il y a tous les détails des heures d'ouverture des patinoires, des activités, les heures, les modalités d'inscription aussi. Certaines activités demandent d'être inscrites d'avance. Donc, je vous invite à aller visiter leur site web pour toutes ces informations-là. Il y a aussi le temps des sucres qui s'en vient. À Carignan, les activités sont en lien avec l'érable. Oui, Carignan vont faire la fameuse journée cabane à sucre et tir d'érable. C'est vraiment une journée bien remplie qui est offerte que les citoyens apprécient en général. Et le lendemain aura lieu l'aventure polaire et exploration glaciaire. Donc, on reste dans le thème hivernal à Carignan, on reste dans le thème sortie extérieure. Évidemment, ils ont une belle activité aussi à la fin de la semaine, journée Guerre des Tucs. Donc, ils vont reproduire des batailles inspirées du fameux film épique avec tous les noms qu'on connaît. Hein. La guerre, c'est pas une occasion pour se faire C'est mal. ça, on reconnaît tous ce film-là. Donc, la journée du 7 mars à Carignan sera remplie de la guerre des Tucs, en mode guerre des Tucs. C'est un bon thème. C'est un bon thème de semaine de relâche. Oui, Avec la neige aussi qu'on a reçue. c'est parfait parce que toutes les activités vont venir. Donc, évidemment, il n'y a aucune annulation. Si vous avez entendu parler d'activités à venir pour la semaine de la relâche il y a un mois, évidemment, avec la neige, le temps froid, tout se tient encore. Donc, vous pouvez être assuré que ces activités-là auront lieu. Pour ceux qui sont à Chambly, un spectacle. Oui, un spectacle payant cette fois-ci. Les activités que j'ai nommées auparavant étaient la plupart gratuites, mais pour le spectacle à Chambly, c'est le spectacle roche-papier-ciseaux. Donc, ça permet de mettre en valeur vraiment des numéros captivants. Et évidemment, la Ville de Chambly invite les citoyens à participer en grand nombre. C'est un moment familial de vivre un spectacle comme ça. Donc, on parle beaucoup d'activités extérieures, mais aussi à l'intérieur. Quelquefois, ça fait du bien d'être Ouais, à hein? l'intérieur aussi, après des journées entières dans la neige. Donc, Chambly, c'est à ne pas manquer aussi le Cube Évasion. Donc, Cube Évasion. oui, c'est un jeu d'évasion offert pour les citoyens, pour les familles qui aiment relever des défis et résoudre des énigmes. Donc, on est enfermés, les gens sont enfermés dans une petite salle où il y a des énigmes à trouver. Et ce qui est bien, c'est que ce genre d'activité-là peut aussi convenir aux plus petits, mais aux adolescents.
Souvent, les Ah! familles, on cherche une activité qu'on peut faire avec nos petits et nos plus grands, tout le monde ensemble en même temps. Bien, le Cube Évasion à Chambly est un parfait exemple que autant les adolescents peuvent y trouver leur compte que les plus petits pour ce genre de jeu. Ce genre de jeu-là, c'est super intéressant aussi parce qu'on en apprend sur la personnalité des membres de notre famille. Oui, On peut voir qui est plus qui se donne à la tâche pour essayer de trouver les énigmes ou oui. l'autre qui est plus turbulent Plus ou déterminé, la plus chicane. futé. Hey, je t'avais dit de rester là. Oui, 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 ça peut amener des faits très cocasses entre familles, puis apprendre à se découvrir justement entre chaque membre de famille, c'est intéressant. Saint-Antoine-sur-Richelieu, un bingo. Oui, bingo, la petite vie. Donc, Papa, maman. quand même, et ils annoncent des prix à gagner. Donc, les gens peuvent s'inscrire sur le site de la ville, encore une fois. Et ce bingo-là de la petite vie va être suivi d'une journée, en fait, découverte extérieure, le 4 mars. Il y aura des food trucks, des jeux gonflables. Aussi, ce qui est intéressant pour Saint-Antoine, c'est que cette journée-là, le 4 mars, ils offrent d'essayer gratuitement le fat bike. Le fat bike. Ça, c'est le vélo avec les grosses roues. Oui, 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 le gros machin, comme on Ouais, ouais, dirait, ouais. là, parce que c'est vraiment intéressant. OK, on peut les essayer comme ça. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a pour enfants et pour adultes. OK. Donc, on peut décider de partir avec un plus petit pour dans la neige. C'est rare qu'on fait du vélo quand même dans la neige. On Exact. pense au ski, aux raquettes. Donc, ça peut être intéressant pour Saint-Antoine et les gens. Puis évidemment, cette journée-là va être entourée avec un feu, la musique d'ambiance. Tout le monde est invité à y participer. Finalement, à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Oui, la Roulatech qui finira la semaine le 6 mars. Donc, les patins sont disponibles gratuitement, vous pouvez les louer. Ils invitent même les gens à se présenter avec des poussettes, tout ce qui peut rouler, en fait, pour faire une Roulatech spéciale hivernale. Donc, Saint-Antoine offre aussi de belles activités et évidemment, les 4 municipalités du Nord, Saint-Antoine, Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Marc-sur-Richelieu, ont souvent des partenariats. Donc, si vous êtes de Saint-Denis, il y a sûrement des activités que vous pouvez aussi vous inscrire à Saint-Charles et vice-versa. Donc, encore une fois, le mot d'ordre, visitez les sites web, restez à l'affût des infolettres et profitez de l'hiver et de la semaine de relâche. Marie-Ève, merci beaucoup pour avoir fait ce travail de recherche. Je rappelle, toutes les informations sont sur les sites web des municipalités. Puis on va souhaiter à tout le monde à la maison qui est en semaine de relâche d'en profiter, de s'amuser, puis de revenir en force. Merci à toi, Marc-Antoine. L'équipe de TVR9 s'était déplacée la semaine dernière à la conférence de presse pour la maison Stéphane Fallu. On rencontre Quincy Bacchanale et Maxime Santerre. On s'entretient avec Quincy Bacchanale de la firme qui porte le même nom. Bonjour Quincy. Bonjour, bonjour. On est encore une fois à la même place pour la maison Stéphane Fallu. Oui. Vous êtes la personne qui avait réalisé les plans pour le projet. Oui. Ça vous est venu où cette envie de vous impliquer là? Je vous dirais que j'ai vu des posters, j'ai vu de la publicité, j'ai rencontré Sandra qui m'en a parlé un petit peu. Puis justement, on se cherchait un projet justement dans lequel on aurait pu s'investir depuis 2-3 ans, qu'on cherche de quoi qui nous intéresse, qui nous touche. Comment ça vous touche? Bien, je vous dirais qu'en ayant des enfants de jeune âge, 8 et 10 ans, c'est notre futur, ces enfants-là. Là. Donc, de voir des enfants qui ont de la difficulté à 17 ans, 18 ans, qui sortent, qui se font mettre dans la rue, quand on pense que ça peut être nos enfants, c'en est triste. Stéphane Fallu l'a dit tantôt, c'est très important. Il a même dit crissement important, où est-ce que ces enfants-là, il faut les aider, il ne faut pas juste les laisser de côté. Donc, en travaillant pour leur mettre un toit sur la tête, en plus de, c'est pas juste une maison qu'on construit, on les lance dedans, puis tu sais, survie, ils sont assistés. Il y a un thinking derrière le programme de la maison Stéphane Fallu, puis c'est ce thinking-là qui est créé par POSA, qui est venu nous chercher un petit peu plus que d'autres programmes qu'il peut y avoir, d'autres œuvres de charité qu'on pourrait donner de l'argent. Cela, c'est pour aider notre futur, c'est pour aider des jeunes, c'est pour les guider. C'est des enfants qui sont devenus des presque adultes, qui n'ont pas eu de modèle. Puis tantôt, on a un beau témoignage. La jeune fille, elle a eu un parcours très difficile, des claques, des embûches. Puis il y a quelqu'un qui le prend en charge. Elle est émotive. Puis tu sais, c'est une jeune fille qui fait pas confiance aux hommes. Moi, j'en suis un homme, puis je suis pas méchant. Mais pourtant, elle a pas confiance en le sexe, point. Fait que de trouver quelqu'un qui est capable de dire « Wow, tu m'as aidé, maintenant, tu sais, j'ai moins peur »,
c'est merveilleux. Fait que de m'investir puis de participer à ce programme-là, pour moi, c'est un parcours de vie que je peux dire que j'ai réussi. Là, je suis très heureux. Fait que- Vous semblez investi par le projet. Plus spécifiquement, dans la préparation des plans, là, Oui. qu'est-ce qui va distinguer la maison d'une autre maison ordinaire? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette maison? Ben, de séparer une maison normale, comme la mienne, la tienne, celle de tout le monde, versus celle-là, c'est qu'elle va être gérée comme étant des dortoirs. Donc, il y a beaucoup plus de chambres. On va voir 1 ou 2 salons dans une maison. Celle-là, c'est séparé. Les garçons sont d'un bord, les filles sont de l'autre. Le jour, ils peuvent interagir. Le soir, le mur, si on veut, la séparation est verrouillée. Donc, c'est sécuritaire. Il peut y avoir des jeunes filles qui ont des troubles justement de confiance ou qui ont été abusées. Bien, de se sentir en sécurité dans un endroit puis pas dans un parc, ça l'aide. Cette maison-là va aussi avoir un aire commune, tout sur le même étage pour essayer de regrouper les gens. Dans une maison standard, on va voir soit un petit salon familial au sous-sol, des pièces de jeu à l'étage. On a vraiment essayé de séparer sous-sol et étage, les dortoirs, les chambres, et de pouvoir avoir un air super fenestré où est-ce que ces jeunes filles-là vont pouvoir parler de leur journée, parler de leur travail, s'entraider. J'ai perdu mon emploi, qu'est-ce que je fais? Il y a un air comme un centre communautaire. Donc, il faut penser que cette maison-là faut permettre aux jeunes de se parler, puis s'entraider, puis pas juste de se cacher. Quincy, vous avez l'air très inspiré par le projet. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis, je vous souhaite du bon succès avec tout ça. Merci. Au revoir. On parle avec Maxime Santerre, qui est responsable de la construction de la nouvelle maison Stéphane Fallu. Salut, Maxime. Salut, ça va bien? Oui. Construction idéale, ça part de où, cette compagnie-là? C'est une compagnie père-fils, dans le fond. Mon père a commencé ça il y a à peu près 25 ans avec mon grand-père, Renaud Santerre. Fait que c'est Renaud et Claude Santerre qui ont parti la compagnie. OK. Puis là, moi, de fil en aiguille, j'étais en train de reprendre tout ça. Ouais. D'une main de maître? Hein? D'une main de maître? D'une main de maître, oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes associé à ce projet-là? Pourquoi ça vous tenait à cœur? Bien, moi, au début, quand on m'a offert ça, j'étais pas au courant avant même de commencer. Puis quand que j'ai su c'était pourquoi, là, j'ai parlé à Sandra, parce que moi, je fais du karaté avec Sandra. Quand j'ai su c'était pour les jeunes femmes qui sortent de la DPJ, bien, ça m'a touché parce que moi, j'ai une petite fille, là, justement, qui s'en vient, comme je disais tantôt. Ça s'en vient le 21 avril. Fait que là, on dirait que je me suis comme mis dans leur peau. Puis je l'avais réalisé que c'était pour vraiment une bonne cause, mais tout à l'heure, quand j'ai vu le témoignage de la jeune fille, on dirait que ça m'a donné un coup. Puis j'ai dit, waouh, c'est pas juste je construis, puis fini, je livre la maison, puis c'est terminé. Je sais que je vais aider des jeunes filles, justement, dans le besoin. Qu'est-ce qui différencie la construction de cette maison-là d'une autre construction qu'on peut faire normalement? Bien, la cause. D'habitude, les maisons, c'est pour le confort des gens. Généralement, les gens, ils s'achètent une maison pour leur confort. Sauf que là, qu'est-ce qui différencie, c'est vraiment la cause. Il y a une cause en arrière de tout ça, aider les jeunes femmes. Puis ça, ça fait qu'on dirait que ça passe... Tu te sens bien de faire ça. Excuse-moi, je cherche mes mots, là, mais c'est ça. Tu te sens bien d'aider. C'est rare, moi, dans la construction, tu sais, que c'est pas comme... Je suis pas un policier ou un ambulancier qui sauve des vies à tous les jours. Moi, je construis des maisons. Puis là, bien, j'ai la chance de la construire puis d'en aider d'autres, d'aider d'autres jeunes femmes. La construction va commencer quand? Début avril. Ça prend combien de temps faire ça? 4 mois, puis ça va être fini final. L'aménagement paysager va être terminé, tout final, les filles vont pouvoir rentrer. C'est toi qui vas aller planter les fleurs? Non, ça sera pas moi, mais ça... non. Fait que l'ouverture, ça va être automne? Ouais, bien... Début septembre, c'est sûr et certain que c'est terminé. En temps normal, une maison, ça prend, mettons une maison neuve, ça prend 3 mois, fini final, le terrassement, tout. Sauf que là, vu que c'est une rénovation, de la démolition, il faut qu'on fasse attention aussi, vu qu'il y en a qui habitent en dedans. Il va y avoir ça va être un petit peu plus long, mais sinon, ça devrait prendre à peu près 4 mois et demi. Maxime Santerre de Construction Idéale, merci beaucoup de vous impliquer là-dedans. Puis je suis certain que ça va être une maison bien faite. Bien, merci. On retrouve Geneviève Poirier-Guis, qui est responsable des communautés chez Connexion Nature. Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est important de préserver notre patrimoine? C'est intéressant comme question. Connexion Nature, on est un organisme de conservation qui
travaille à protéger, à restaurer, puis à favoriser la découverte des milieux naturels à l'échelle de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. La région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, c'est à peu près 12 municipalités. Ça va de Saint-Ours jusqu'à Saint-Mathias. Puis, on a 3 zones. Donc, une zone de conservation stricte, une zone tampon, puis une zone de coopération où, en théorie, tout le monde qui habite à l'intérieur vit en harmonie avec la nature. Fait que pour répondre à la question de pourquoi c'est important de protéger des milieux naturels, bien parce qu'on habite sur une seule planète, puis que les milieux naturels nous offrent plein de services qu'on appelle les services écosystémiques. Ils nous donnent de la nourriture, il y a toute la filtration de l'air ou la qualité de l'eau, donc ça nous permet d'avoir une espèce... Et ça nous offre aussi toute une qualité de vie, que ce soit pour se promener, aller faire de la randonnée, le volet plus spirituel. Donc, les milieux naturels sont importants, je dirais, bien, pour nous, Pour le bien-être puis parce des qu'on gens. en fait partie. L'objectif de préserver les territoires, ça vient d'un certain traité international. C'est une convention qui a eu lieu à Montréal. Exactement. Vous en parlez? Donc, il y a eu la rencontre de la COP15 il y a quelques années à Montréal qui a donné lieu à l'accord de Kunming-Montréal. C'est-à-dire que tous les dirigeants internationaux se sont entendus pour dire, à l'échelle de la planète, on va se donner plusieurs cibles, plusieurs objectifs, mais dont notamment celui de protéger 30 de milieux naturels et de restaurer 30 de milieux naturels à toutes les échelles. Pourquoi 30 Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en deçà de 30 on perd la biodiversité. C'est comme si je disais qu'on perd des espèces. Je vais donner l'analogie d'un avion. Mais, puis le problème, c'est que les espèces, on ne sait pas toujours c'est quoi leur rôle. Donc, si vous embarquez dans un avion, on a vu des exemples dans les dernières semaines, puis qu'il manque un boulon. Bien, si c'est le boulon qui tenait le siège, peut-être que vous allez quand même décider d'embarquer dans l'avion. Si c'était le boulon qui tenait le moteur, il n'y a peut-être pas une possibilité qu'on veuille peut-être pas embarquer dans l'avion. Fait que l'importance de notre biodiversité, bien, ça nous permet d'assurer notre bien-être. Puis, bien, pourquoi on veut les protéger? Bien, parce qu'on ne veut pas perdre des espèces, parce qu'on ne comprend pas toujours le rôle. C'est ce qui rend ça difficile de justifier le fait de protéger la nature, c'est qu'on n'est pas capable d'établir des relations directes entre la perte de certains organismes et les conséquences que ça peut avoir sur nous. On dirait que ça a comme un gros effet. Néanmoins, on peut le faire à C'est l'inverse. ça. On peut démontrer l'impact ou l'importance de la nature, puis des milieux naturels qui nous entourent, bien, sur notre qualité de vie, puis sur la qualité des milieux naturels puis des espèces aussi. Je reviens à votre exemple d'avion, c'est que, comme vous dites, on peut perdre un organisme, puis ça a un impact beaucoup plus gros qu'on pouvait penser sur la manière qu'on vit. Il y a des grandes menaces de la biodiversité, à part de changer l'état du territoire, ça peut être quoi? Bien, en fait, à l'échelle internationale, on s'entend pour dire que la biodiversité, il y a 5 grandes menaces. La OK. première, c'est la fragmentation puis la perte des habitats. Donc, le fait de transformer les milieux naturels, que ce soit la forêt, les rivières, les friches, les cours d'eau, puis de faire en sorte là, de les transformer, par exemple, en stationnement ou en milieu urbain. Mhm. Le deuxième, bien, c'est les changements climatiques. Les changements climatiques ont un impact bien, sur la qualité des milieux naturels. La troisième, bien, tout ce qui est pollution, surexploitation des ressources, puis les espèces exotiques envahissantes sont aussi là, une grande menace. Surtout ici, au Québec, c'est plus de changer l'état de la forêt. Là. C'est quand Bien, on à construit, l'échelle par exemple, un stationnement ou... Partout à l'échelle de la planète, la fragmentation puis la perte d'habitat, c'est la menace principale. Puis je dirais que c'est peut-être un des éléments pour lesquels on essaie de protéger ce qui existe encore de milieux naturels, de forêts, de boisés, de cours d'eau. Puis, bien, on se rend compte que dans certains milieux, dans certains territoires, bien, il faut non seulement protéger ce qui reste, il faut ajouter une touche de nature, donc des fois restaurer cette connectivité-là. Vous avez fait l'acquisition d'un terrain Ouais. à Saint-Charles-sur-Richelieu. Parlez-nous un peu de cette nouveau territoire-là. Bien donc, Connexion Nature, comme je vous disais, c'est un organisme de conservation. On protège des milieux naturels. Dans les 25 dernières années, on a protégé 70 propriétés, ce qui fait un territoire d'à peu près 520 hectares, 520 terrains de football, à peu près la superficie de la municipalité de Tobin Park, dans toute la région de biosphère. Puis, on fait partie d'une démarche qui s'appelle Accélérer la conservation dans le sud du Québec, OK. donc qui est soutenue notamment
par le gouvernement du Québec, donc dans le cadre là, des accords de Cuming-Montréal, mais aussi par le gouvernement du Canada avec le soutien là, d'Environnement et Changement climatique Canada. Donc, la propriété de Saint-Charles, bien, c'est un 11 hectares de plus qui s'ajoute au territoire le protégé, puis qui nous dit que dans les prochaines années, là, on va vouloir en protéger encore un peu plus. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'un territoire est identifié comme protégé? Est-ce qu'on peut quand même l'utiliser d'une certaine manière? Ben oui. Donc, en fait, je vais peut-être reculer l'étape d'avant. Comment est-ce qu'on protège un milieu naturel? Oui, c'est ça. C'est ça ma question. Vous m'avez dit de me penser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'échelle donc de la Montérégie ou dans la vallée du Richelieu, bien, les terres c'est des propriétés privées. Donc, on fait ce qu'on appelle la conservation volontaire. C'est des accords de gré à gré entre le propriétaire puis l'organisme de conservation. Des fois, c'est aussi des municipalités. Donc, le propriétaire bien, peut décider de ce qu'il veut pour son terrain. Est-ce qu'il veut rester propriétaire? Puis dans ce cas-là, bien, il peut signer une entente de conservation, une servitude ou le faire désigner réserve naturelle. Ou est-ce qu'il veut s'en départir pour plusieurs raisons, puis soit nous le vendre ou nous le donner. Puis même s'il y a des espèces en péril, ça peut être un don écologique. Donc, il peut avoir un reçu pour fin d'impôt pour la valeur du don qui a été fait. Donc là, l'organisme de conservation devient soit propriétaire ou il y a une servitude. Puis ensuite, bien, on va s'assurer de le protéger à perpétuité. Mais il peut quand même y avoir des activités qui sont faites sur ce territoire-là. Il peut des fois y avoir des sentiers de randonnée, il peut des fois y avoir de l'activité acéricole, par exemple, là, du sirop d'érable ou de la coupe de bois, mais ces activités-là, ces usages-là vont être encadrés en fonction de la conservation, puis en fonction aussi de l'intérêt des propriétaires. Est-ce que c'est arrivé dans le passé où on a protégé un territoire puis on a vu une recrudescence d'un type d'organisme ou d'animal? Bien, la protection, souvent, protège des terrains où il y a déjà des espèces en péril. Donc, ça nous permet de s'assurer que l'habitat est maintenu puis que les espèces vont rester là. Je dirais que des fois, c'est peut-être plus vers le volet restauration de milieux naturels. Si vous êtes déjà allé en Piémont du Mont-Saint-Hilaire, dans le parc du Foyer Savoie, jadis, il y avait le Foyer Savoie en tant que tel. Il y avait un bâtiment, il y avait une route et tout ça. Puis, pendant 9-10 ans, on a restauré le milieu, c'est-à-dire qu'on a arraché l'asphalte, créé 3 mares, planté plus de 5800 arbres avec plus de 2500 bénévoles. Puis là, bien, dans les années subséquentes, on a vu revenir certains oiseaux, certaines grenouilles, puis les espèces, bien, les arbres qui étaient là sont encore présents. Connexion Nature, ce n'est pas le seul organisme à chapeauter tout ça. Vous avez des partenaires dans l'acquisition du boisé. Pouvez-vous nous parler un peu de Bien, partenariat? Donc, il y a plusieurs partenaires. Dans toute la démarche d'accélérer la conservation dans le sud du Québec, il y a 6 grands organismes de conservation qui travaillent ensuite avec plein d'autres. Donc, Conservation de la nature Canada, Canard illimité, Corridor appalachien. Ici, bien, il y a Nature Action, il y a Connexion Nature également. Puis, bien, comme je disais, il y a le soutien des municipalités aussi, qui sont souvent de bons partenaires. Puis, il y a un soutien financier du gouvernement provincial avec le programme là, d'accélérer la conservation dans le sud du Québec, puis du gouvernement fédéral avec le soutien d'Environnement et Changement climatique Canada. Puis souvent, on fait appel à différentes fondations privées ou même à des citoyens qui vont soutenir la conservation par des dons, notamment. J'espère qu'on va pouvoir protéger de plus en plus de terrains dans la région. 30 % je pense que c'est une cible qu'on peut atteindre, qu'on se doit peut-être de laisser aux gens qui vont passer après nous. Tu sais, on ne peut pas enlever du patrimoine comme ça, comme on veut, puis laisser ça là. On a une responsabilité. On a tous un rôle à jouer, puis on peut tous faire une différence à notre échelle. J'aime bien dire que c'est tout naturel de protéger les milieux naturels. Les citoyens peuvent venir nous donner un coup de main en plantant des arbres ou en s'impliquant dans des organismes. Les propriétaires peuvent se poser leurs questions pour dire bien, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre milieu naturel, avec notre boisé. Les municipalités ont des outils réglementaires notamment. Donc, c'est tous ensemble qu'on va protéger les milieux naturels. Donc, on peut vous rejoindre sur le site web Connexion Nature. On va mettre le lien en bas. Geneviève, merci beaucoup d'être passée aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes responsable des communautés chez Connexion Nature. Merci pour le travail de protection que vous faites. Merci. On accueille en studio M. Alain Côté, qui est président de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de votre plus récente publication, Oui. du cahier d'histoire et de généalogie.
De quoi on va parler concrètement dans cette nouvelle parution-là? Dans cette parution, bon, il y a 2 articles, dont le premier traite de la maison Vandandec-Gadebois, une des plus anciennes maisons construites sur le territoire de Belleuil. Et ce qui est particulier aussi, depuis plusieurs générations, la famille Gadebois la possède. C'est cette maison-là. Et c'est cette maison-là. Donc, c'est une maison qui a été construite en 1808. Qu'est-ce qui est fascinant quand on a une maison comme ça et qu'on la préserve? C'est le cachet patrimonial, entre autres. C'est une des rares maisons de pierre qui existe encore sur le territoire de Belleuil et qui a été très bien conservée. Alors, elle a subi, il y a quelques décennies, de grands travaux de restauration pour une remise à neuf. Alors, ça a été des gros travaux, mais qui ont fait en sorte de garder ce joyau du patrimoine. Comment on fait pour rénover une maison aussi vieille? Qu'est-ce qui est complexe? Ce qui est complexe, c'est de trouver les bons ouvriers. Alors, ils se font de plus en plus rares. OK. Alors, ça prend des ouvriers spécialisés, entre autres, pour la maçonnerie, pour la toiture, alors pour aussi certains assemblages ou des gardes, etc. Donc, ça prend aussi des gens qui savent tourner pour tout fabriquer. Parce que les méthodes de construction de ce temps-là, c'est plus les mêmes méthodes qu'on a aujourd'hui. Effectivement. Quel genre d'ouvriers on les trouve où? Là? C'est qui ces personnes-là? Il en existe. Le problème, c'est au niveau de la relève. OK. Alors, C'est un art qui se perd. C'est ça. Ce sont des emplois qui... la formation se fait de maître à l'élève. OK. Alors, il n'y a pas d'école spécialisée. Alors, c'est par l'entremise du savoir des anciens qui le transmettent aux plus jeunes. Ça, j'imagine que c'est pas trop cher. Rénover une maison de 200 ans, ça doit être abordable. Non, c'est assez coûteux. C'est parce que les matériaux, entre autres, qui sont parfois difficiles à trouver ou très coûteux. Ouais. Puis le fait aussi qu'on fait affaire avec des spécialistes. Alors, ce sont des travaux qui sont quand même de longue durée. Et donc, ça prend patience. Pour rénover une maison comme ça, les matériaux, est-ce qu'il faut que ce soit, pour garder le cachet authentique, les matériaux doivent être similaires ou on peut prendre des matériaux qui ressemblent mais qui sont plus modernes? On peut. Dans les cas où la difficulté de trouver les bons matériaux, on va essayer de trouver un matériau de remplacement similaire qui se rapproche le plus du matériau d'origine. Ce qui est spécial avec cette maison-là, c'est aussi la famille. Oui. Donc, je ne me souviens plus, là, ça fait 5, 6 ou 7 générations de Gadebois qui se sont transmis ce patrimoine de génération en génération. Alors, c'est peu coutumier que sur une aussi longue période que le patrimoine se transmet à un membre de la même famille. Est-ce que vous avez connaissance que c'est arrivé à d'autres endroits à Belleuil ou c'est vraiment un cas d'exception? Je dirais que c'est un cas d'exception. Oui. Sinon, j'imagine que c'est plus des amoureux du patrimoine qui vont rechercher. Oui. Et ce qui est dommage parfois, c'est que souvent, il y a certaines personnes lorgnent plus le côté du terrain qui est intéressant, plus que de conserver le bâtiment. Ouais. C'est pas toujours, je dirais, les amoureux du patrimoine qui vont faire l'acquisition de ce genre de bâtiment. Alors, mais enfin, la plupart du temps, oui, ce sont des gens qui ont conscience de préserver ces beaux bâtiments. Deuxième article qu'on aborde dans le cahier d'histoire, c'est sur les cartes mortuaires. Oui, c'est un sujet assez particulier. C'est un sujet nouveau. C'est Mme Lénès qui était venue donner une conférence à la Société d'histoire. Elle m'avait entretenu de son sujet d'étude au niveau doctoral. Et je lui avais parlé qu'on avait justement certains documents qui faisaient référence à la mort. OK. Alors, c'est un sujet qui l'intéressait. Alors, je lui avais parlé de certaines cartes mortuaires assez spéciales. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est une carte mortuaire? Alors, c'est un témoignage du décès d'une personne. Alors, c'est pour se rappeler de cette personne dont on va retrouver dans les anciennes, soit les années de naissance, de décès, marié ou pas, ou enfant d'un père ou d'une mère. Donc, c'était un objet que l'on conservait pour se remémorer, si on veut,
le défunt. Donc, c'est comparable à aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on va au salon funéraire, on revient avec Bon, aujourd'hui, ce qu'on appelle signet ou un signet. objet imprimé Oui. pour se remémorer la personne, mais à ce moment-là, c'était fait à la main. Oui, parce que là, on parle fin 19e siècle, donc aux alentours des années 1880. Alors, souvent, ces cartes-là étaient faites main. Ce qui est particulier, c'est que les jeunes filles à l'époque qui allaient au couvent avaient un type, un enseignement, genre école modèle, où on apprenait des métiers, certains métiers courants pour les jeunes filles. Alors, il y avait sorte de la décoration. Dans ce cas-ci, c'était la fabrication d'objets, entre autres les cartes mortuaires. Alors, on retrouvait souvent soit faites avec des fleurs ou des objets, ainsi de suite, pour embellir, si on veut, la carte, À décorer. la décorer, effectivement. Et alors, dans ce cas-ci, c'est qu'on a pu prélever les cheveux du défunt. Quoi? Les cheveux. Les cheveux? Oui. Puis on a dressé une genre de couronne. OK, les cheveux de la personne décédée. Effectivement. Alors, OK. ce qui fait que la particularité, c'est qu'on avait un élément du défunt qu'on pouvait conserver. Est-ce que c'est une pratique répandue au Québec à cette époque-là de faire ces cartes-là? Faire la carte, oui, si on veut, mais prélever des éléments du défunt, peut-être pas. OK. Parce que par la suite, on va arriver avec soit la photo. Alors, on va prendre une photo qu'on va réduire, puis qu'on va coller, puis ensuite, va venir les cartes imprimées. Celles qu'on a connues là, jusqu'à tout récemment. Mais à l'époque, on voulait faire quelque chose de plus, je dirais, particulier. Non, quelque chose qui nous permet, qui nous rattache à la personne qui est disparue. Alors, on avait 2 de ces types de cartes-là. Mhm. Alors, ce qui fait que pour Mme Lénès, dans son projet de recherche, elle faisait parmi les documents les plus anciens qu'elle avait pu voir et avec des éléments humains. Alors, pour elle, c'était une découverte. Ben, c'est super intéressant. Puis pour les gens qui sont intéressés par le sujet, toutes les informations sont à l'intérieur. Monsieur Côté, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes président de la Société d'histoire de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Merci d'être passé. Et les copies sont désormais disponibles. Oui, dans les points de vente. Merci beaucoup. Merci. On s'entretient avec Stéphanie Léonce, qui est coordonnatrice à l'Association de fibromyalgie Région Montérégie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, ça fait plaisir. Vous êtes ici pour nous expliquer une activité qui va avoir lieu bientôt pour les personnes qui sont prises avec la fibromyalgie. Mais avant de parler de ça, vous êtes ici depuis pas longtemps, vous? Mais non, cela fait environ 1 an OK. que je suis ici au Canada. Puis, comment vous trouvez notre hiver? Oh, très froid. Vous aimez ça? Mais oui. On a eu une bonne tempête la dernière semaine. Mais Votre oui. auto, est-ce qu'elle est sortie Non. de la neige? Non, pas Non, encore? pas encore. Bon, mais on peut aller avoir le temps après l'entrevue d'aller pelleter. Donc, vous êtes coordonnatrice pour l'Association de fibromyalgie, OK? Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer avec l'association? Qu'est-ce qui vous touche là-dedans? Normalement, je suis une personne qui a été atteinte de la COVID-19 en 2021. OK. Donc, fait que je suis une personne qui a de la douleur chronique. Puis, j'ai toujours vécu avec ma maman également qui a l'arthrite. Donc, c'est quelque chose qui me pose. Je sais ce que c'est. Donc, ça m'a quand même attirée vers l'association pour travailler avec eux. Donc, les gens qui ont des problèmes de douleur, vous les comprenez, Est-ce que c'est quelque chose qui est important quand on travaille avec des gens qui ont des problèmes de pouvoir connecter avec eux à ce niveau-là? Définitivement, parce qu'avoir la douleur chronique, c'est quelque chose qui est peut-être aujourd'hui on va bien, puis demain ça ne va pas. Et puis c'est comme tout le temps on va se dire avec les proches que je ne me sens pas capable de me réveiller ce matin. Surtout avec l'hiver, c'est extrêmement difficile de se réveiller de très tôt. Surtout avec quelqu'un qui a la fibromyalgie, il y en a parmi eux qui ne sont pas du matin ou bien qui sont du soir. Donc ça varie entre les personnes. Donc c'est très important. Ça peut poser des pépins d'avoir un horaire Oui, fixe. oui. Parlez-nous de l'association.
Qu'est-ce qui est important pour l'association? Alors, l'association, elle est fondée en 1994, 2 ans après la reconnaissance de la maladie par l'OMS. Notre mission à l'association, c'est vraiment d'aider et de soutenir les personnes atteintes, notamment par de l'information, de l'encouragement. Et même, nous faisons la promotion de l'autoprise en charge. OK. Qu'est-ce qu'on veut dire par auto-prise en charge? Autoprise en charge, c'est que nous faisons des activités ou nous offrons des services également permettant aux personnes atteintes de pouvoir d'être, je dirais, qu'ils soient capables de faire des choses seuls, autonomes, je dirais. Donc, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on veut dire que de l'autoprise en charge. Donc, avec la maladie, il est important de faire des activités physiques adaptées, de briser l'isolement, et ça va permettre vraiment de briser tout ça. L'association offre pour devenir membre. Comment on fait pour devenir membre? Alors, pour devenir membre de notre association, il vous suffit juste d'être une personne qui soutient notre cause. Ou bien, ça doit être une personne qui est atteinte soit de fibromyalgie ou de douleurs chroniques. Une fois qu'on est membre, quels sont les bénéfices qu'on peut avoir à faire partie de l'association? Alors, pour devenir membre, dès que quelqu'un est membre de notre association, la personne peut faire partie de notre CA, c'est-à-dire qu'il a le droit de vote, qui peut occuper n'importe quel poste au sein du CA. Mais également, comme notre mission de base, c'est vraiment d'aider les personnes à améliorer leurs conditions physiques. Donc, ce serait vraiment de bénéficier des services comme des rencontres avec notre intervenant, des groupes d'entraide, un espace d'écoute où on peut discuter de ce qu'on veut. Et puis, c'est ça. J'imagine que vous n'êtes pas seul dans l'association. Vous comptez sur l'aide de plusieurs bénévoles? Oui, nous avons plusieurs bénévoles, des bénévoles en or. Donc, ces bénévoles-là également, ils font des groupes d'entraide et de partage. Okay. Donc, et puis, lorsque nous avons des activités, ils animent des ateliers créatifs. OK, comme quel genre d'atelier créatif? Nous avons un atelier créatif où les bénévoles ou les membres également participent. Nous faisons des tableaux, des bijoux, des petites cartes de vœux, donc tous ces genres de choses-là. Super. Puis, vous êtes aussi venu nous parler d'une activité qui va avoir lieu prochainement au mois de mars. Oui, en effet, le samedi 8 mars, nous organisons une activité dédiée aux femmes sur le thème de fibromyalgie et vie de femme, surmonter les défis quotidiens. Donc, lors de cette journée-là, nous allons avoir une psychologue qui interviendra sur les enjeux émotionnels et psychologiques liés à la sexualité dans ce contexte particulier qu'est la fibromyalgie ou la douleur chronique chez la femme. Et nous allons également avoir une coach qui va faire animer des échanges interactifs qui sera nourri. Alors, ces échanges-là seront nourris par les documentaires de personnes atteintes. Oui, des personnes atteintes. Et c'est vraiment pour offrir un regard authentique sur leur expérience à elles, c'est-à-dire qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules. Puis l'objectif même de cette activité, c'est non seulement d'offrir un espace d'écoute et de partage, mais aussi de renforcer les liens entre pairs, mais aussi de briser les tabous liés à la sexualité et la qualité de vie de la femme en général. Pour les personnes qui nous regardent, qui seraient intéressées, comment on fait pour s'inscrire à l'activité? Alors, pour vous inscrire, il vous suffit juste d'aller sur notre site web. Il y a également, vous pouvez nous appeler. Le site web étant? Le www.fibromyalgie.ca et le numéro de téléphone, c'est le 450-928-1261, le poste 1. Merci beaucoup, Stéphanie, d'être passée en studio. Et puis, on fait un appel à tous pour toutes les personnes qui pourraient avoir besoin d'aide pour faire face à ces défis-là. Je rappelle, Stéphanie Léon, vous êtes coordonnatrice à l'Association de fibromyalgie, région Montérégie. Merci. Voilà, c'est ce qui complète cette édition de 60 minutes du Régional. J'espère que vous avez bien apprécié. Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par le monde des médias, envoyez-nous votre candidature à l'adresse info@tvr9.com pour avoir la chance de peut-être venir nous rejoindre ici en studio.
Entre-temps, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional.